Alors, je vais vous faire une petite vidéo là. Enfin, je vous fais une petite vidéo. Là, ici, on longe un terrain. Donc, là. Dans ce terrain-là, on a une grange. J'y construirai une ferme. Non, c'est pas ça. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Bon. On a une grange. On a des bâtiments. Alors, vous allez les voir là. On a une grange. Des bâtiments là, un petit corps. Pas un corps de ferme, hein, mais une petite grange. Je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Donc une petite maison. Hop, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Ici. Donc ici, on a un grand terrain. On vient de le longer. Là, on a un grand terrain qui est là. Ici, on a cette petite maison. Je pense qu'on ne peut pas appeler ça une maison, mais bon. Ici, la petite grange. Là, une petite maison encore. Là, ici, là. Et là, ici, on a une maison. Une sorte de colombage. Donc, en fait, cette maison-là, je ne sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux de cette maison. Et regardez ça, là. Ici, là, hop là, regardez. Il y a du boulot, hein. Je vous dis pas que c'est l'affaire du siècle, je vous dis pas que c'est la maison qu'on va prendre sans travaux ni rien. Cette belle maison là. Alors, ce qui s'est passé, je suis passé devant un jour, je me promenais et je tombe là-dessus. Un petit village super mignon comme tout. Quand on voit là, la petite église, petit village super mignon. Moi j'adore, hein, je suis fan. Et donc je passe là et je vois ça. J'arrive là. Je vais vous montrer la vue que j'ai eue en fait. On arrive là, ici, là, et hop là. Et on voit cette bâtisse qui est, mais moi je la trouve superbe. Ici, elle fait le pâté, en fait, elle fait le pâté de maison et elle va jusque là-bas. Jusqu'à la voiture en fait. Donc elle va jusque là-bas. Et cette maison-là, ce qui s'est passé, je me suis dit, waouh, elle est mignonne. Et elle n'est pas super bien entretenue. Pourquoi? Eh bien, on le voit, là, le terrain d'à côté. Tout ça, c'est la maison. Hein. Ça, c'est les bâtiments qu'on voit de dehors. Ça, c'est la petite maison que je vous disais, qui est là. Et là, c'est le terrain. Encore le terrain qui est là. Comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment très bien entretenu à partir de là. Et donc, je me suis dit, cette maison, pour moi, elle est en friche. C'est une succession, un décès, enfin, je sais pas ce que c'est. Là, c'est le derrière. Là, ici, on aperçoit le toit, là, de la petite grange. Là, ici, on a le toit de la petite grange. Donc voilà, ce terrain-là, moi, je me dis, c'est pas possible. Je me baladais dans cette ville, cherchais la maison d'un ami, enfin, l'ex-maison d'un ami, un ami qui avait un moulin dans le coin, un très bon ami. Et je dis, tiens, je voudrais voir où il habitait, parce que je savais qu'il était dans le coin. Et je suis passé devant, je me suis arrêté, je dis, wow, je kiffe cette maison. Donc voilà, et là, c'est encore le terrain qui va jusque là-bas. Et puis là-bas, c'est le truc qu'on voit là, ici, là. Côté du sapin, là, du grand sapin, c'est la maison, là, ici, on voit le bout de la maison. Et donc, ce truc-là, je me dis, mais vu comment c'est entretenu sans être entretenu. Voilà, là, on repart de quand j'ai démarré la vidéo. Donc, je me suis dit, ce truc-là, c'est entretenu sans être entretenu. On voit la maison d'en face, là, celle-là, elle est très bien entretenue. Là-bas, elle est très bien entretenue. On est dans un village, dans l'Eure, dans le 27, un village où il y avait beaucoup de Parisiens qui venaient en vacances. Il y a toujours des Parisiens qui viennent en vacances. D'ailleurs, là, on voit ici la maison d'en face, hop, une table de ping-pong, je ne sais pas si tu la vois. Bon. Et donc, on est dans un petit village où les Parisiens aimaient venir en villégiature, en fait. Hein. Tu vois, regarde là, la maison, le clocher d'église. Là, ici, attends, je vais essayer de te montrer. Ici, là, c'est la petite grange qu'on voit de dehors. Et donc, moi, quand je suis passé, j'ai dit, putain, cette maison qui semble un peu délabrée, avec un terrain qui est entretenu juste devant, mais pas derrière, pour moi, c'est plus habité. C'est une maison qui est abandonnée, mais sans l'être, parce qu'il y a quand même un petit entretien qui est fait dans le jardin, sur le devant. On voit bien que c'est entretenu, la petite courette est entretenue, et l'arrière, juste de quoi aller à l'arrière de la maison, en fait. Et tout le reste, c'est de la friche. Ce qui prouve que les propriétaires ne l'habitent plus. Ce que j'ai fait, j'ai récupéré l'adresse du propriétaire. Alors, comment j'ai fait? Je sais que certains d'entre vous connaissent mon astuce, hein, d'autres ne la connaissent pas. C'est des conseils que je donne en coaching. Oh, tiens, lui, là, il va avoir un problème. Lui. Là, il a une tuile qui se barre. Une tuile. Une ardoise, là, hop là. Son ardoise est en train de se faire la malle, là. Et donc,
en appliquant les astuces que je donne en coaching, j'ai trouvé le propriétaire et j'ai fait des recherches. Je suis tombé sur 4 personnes. 4 noms. En fait, la maison appartient à 4 personnes. Et ce que j'ai fait, j'ai envoyé un courrier. Bonjour, je viens de passer devant votre maison. Je la trouve magnifique. J'aimerais savoir si un jour, si vous êtes vendeur, contactez-moi. J'ai aussi trouvé avec les noms, j'ai fait des recherches sur les noms, et avec un des noms de famille, j'ai envoyé un SMS à une personne qui a une entreprise d'électroménager, je crois. Et je lui ai dit, voilà, moi, j'ai vu votre maison, on voit qu'elle n'est pas bien entretenue. Voilà, il y a du travail, hein, mais bon, elle est magnifique. Je vous assure que, vue en plein jour, enfin en plein jour, avec le soleil, la luminosité et tout, c'est magnifique. Donc voilà, votre maison semble... inhabité. Si un jour vous souhaitez la vendre, je suis intéressé. Car ça, c'est magnifique là, c'est carrément magnifique. Bon, je suis intéressé. Contactez-moi. Bon, une semaine se passe, pas de nouvelles. 2 semaines se passent, pas de nouvelles non plus, pas de réponse à mon SMS. Hein. Je dis bon bah, ils sont pas vendeurs. Hein. C'est clair que quand la personne ne te contacte pas, alors que c'est pas en agence, rien. Hein. Je suis passé devant et je me suis juste dit, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Je me suis juste dit, tiens, c'est mignon, c'est peut-être à vendre. Je contacte donc la personne et pas de nouvelles. Tu te dis, c'est mort. La personne n'est pas vendeuse. Hein. Il y a plein de maisons comme ça qui sont pas à l'abandon. Hein. Des maisons de campagne, des maisons ou une maison de famille. La personne est décédée et puis les enfants la gardent. Bon, je dis, ça doit être ça. Et en fait... il y a quelques jours, là, je reçois un coup de fil. Bonjour, c'est madame, je ne donne pas son nom, je vous appelle au sujet de la maison. En fait, je ne vous ai pas appelé tout de suite parce que j'attendais le week-end. Une personne âgée, 75, 80 piges, peut-être même un peu plus, 85 peut-être. Elle me dit, voilà, c'est ma maison. Ben ouais, pourquoi pas la vendre, effectivement. On se pose la question avec mes enfants. J'ai mon fils qui a tout cassé dedans. Il a tout cassé. J'ai discuté avec la dame pendant plus d'1 heure. J'ai vraiment sympathisé avec elle. Et elle me dit, voilà, mon fils, il a tout cassé. On a refait le placo. On a commencé à refaire le placo. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des frais. Que ça commençait à chiffrer. Et que ça allait leur coûter cher. Parce qu'ils voulaient la rénover et la louer. Et ils se sont dit, ça nous coûte cher. Et du coup, la mère, elle a dit, stop, t'arrêtes les frais. Hein, on arrête là. Et chose importante, avec le papier que j'ai demandé pour obtenir le nom du propriétaire, j'ai aussi obtenu la liste de tous les biens qu'ils possèdent dans le village, là où je suis. Et ils ont plein de terres. Ils ont des terres, enfin plein de terres. Ils ont 5 terrains. 5 terrains, plus la maison, plus 2 bois, je crois, 2 ou 3 bois. D'ailleurs, le bois qui est là-bas, ici, là, ça leur appartient. Et le bois qui est là, ça leur appartient. Je pense que le terrain là, qui est là, il doit aussi être à eux. Et en fait, le bois, ils le louent à des chasseurs. Et donc, bon, j'ai eu la liste de tout. Et à un moment, la dame, elle me dit, moi, pourquoi pas, je suis vendeuse. Et on a discuté. Alors, j'ai essayé de savoir ce qu'était cette maison. En fait, c'est une maison qui appartenait aux parents de son mari. Ça arrivait dans l'héritage, son mari est décédé, ça lui est donc revenu, mais en même temps, c'est revenu à ses enfants. Et donc, moi, les 4 noms que j'avais, c'était elle et ses 3 enfants. En fait, c'est elle, un de ses enfants, un garçon, une fille, et il y en a un autre qui est en fait le fils de sa fille. J'ai pas compris pourquoi elle était dans la succession, alors peut-être qu'il y avait une donation, enfin je peux pas te dire exactement. Et donc, elle me dit, voilà, vous avez écrit, j'ai ma belle-fille ou ma fille qui m'a prévenu que vous lui aviez envoyé un SMS. Moi, je suis vendeuse. Pourquoi pas? Faites-moi une... Enfin, c'est pas faites-moi une offre, c'est à voir. Et elle me dit, 100 000, ce serait bien. Il est clair que moi, je ne vais pas proposer 100 000, même si effectivement, il y a beaucoup de terrain, il y a beaucoup de travaux. Parce qu'ils ont refait tout le placo, mais il y a toute la plomberie à faire. Arrivée, évacuation. Parce qu'ils ont fait ça, je suppose, pas terrible, quoi. Hein. Ils ont fait ça à la va-vite. Et ils n'ont pas incorporé la plomberie dans le placo. Je pense que si j'achète ce genre de bien, moi, je regarderai quand même comment est fait le placo, si c'est bien fait ou pas, si quitte à tout démonter, tout casser. Là, ici, on voit que sur la grange, tout le toit est à refaire. Pareil, son fils, il dit, je vais le faire, je démonte tout, c'est pas compliqué.
je change les bois, je fais, ça m'intéresse, je le fais, etc. Il a dit hop, hop, hop. Et le fils, il a commencé l'intérieur du placo, il n'a pas fini. Donc il a dit non, non, mon gant, tu fais pas, on laisse comme ça. Et donc là, il est au courant qu'il faut casser donc le toit, il faut enlever le toit, refaire le toit de la grange. Moi, je pense que je vais proposer 80 000 euros. L'idéal, ce serait 70. Je ne sais pas pourquoi. Et en discutant avec elle, donc, elle me dit, voilà, c'était donc une maison qui appartenait à mon mari, et on le louait. Avant, elle était louée pendant 40 ans. Tout ça, là, tout ce truc-là, ce grand pâté-là, a été loué pendant 40 ans à une dame qui vient de partir en maison de retraite. Le loyer était de 100 euros. 100 euros. En fait, c'était un vieux bail, sans revalorisation du montant. Donc imagine la dame, 100 euros pour ça, elle part jamais. Hein. T'as un locataire qui paye 100 euros, à moins de mettre les pieds dans la tombe, tu pars pas de là-dedans. Et c'est ce qui s'est passé. La dame, elle est partie en maison de retraite. Ils ont quand même rendu l'appartement, enfin la maison, pardon. Et elle se dit, je vais la revendre. Et imagine quand tu as une maison comme ça, que tu as un loyer de 100 euros. Bon. Et là, en parlant avec elle, je lui dis, mais quand même, pas de revalorisation, vous n'avez pas essayé de récupérer la maison. Elle dit, ah non. Elle me dit, non, il faut être humain. On ne met pas une personne âgée à la rue. Ouais, c'est vrai, elle a raison, ça, elle a totalement raison. Mais si cette dame, elle avait proposé de louer un appartement en centre-ville pour cette personne âgée, de la mettre dedans, récupérer sa maison, la rénover et la revendre, elle aurait été gagnante. Il y avait un truc à faire. Mais bon, mais tout ça, ça prouve que cette personne est super humaine. Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte que le prix de vente de la maison n'aura pas d'importance. Ce qu'elle va vouloir, c'est une personne qui aime sa maison. Je t'assure, j'ai parlé pendant plus d'une heure. Je faisais mes courses au supermarché en même temps. J'ai discuté avec elle pendant plus d'une heure. Et j'ai écouté cette personne. Je fais toujours ça quand j'achète des biens. J'écoute les personnes me parler de leurs biens. Je les écoute me parler de comment ils ressentent leur maison, leur terrain ou l'appartement que j'achète. Et là-dedans, il y a de l'amour, il y a de l'affect. Il n'y a pas d'affect parce qu'il n'y a pas vécu. Ça, c'est un super bon point pour moi parce que quand tu as de l'affect pour un bien, parce que tu y as vécu, tu lui donnes une valeur, mais alors, c'est surdimensionné la valeur que tu lui donnes. Parce que pour toi, cette maison, elle vaut une fortune. Elle vaut une fortune parce que tous tes souvenirs sont dans la maison. Tous tes souvenirs sont dans cette maison et du coup, tu donnes une valeur à la maison qu'elle n'a pas. Là, le truc énorme, c'est que cette maison appartenait donc à son mari, mais ils n'y ont jamais habité, puisque pendant 40 ans, c'est une dame qui la louait. Donc, zéro affect. La seule personne qui pourra avoir de l'affect pour cette maison, ce sont les enfants de la dame qui ont habité pendant 40 piges ici. Et si j'ai bien compris, ces enfants n'ont rien à faire. Et en plus, c'était des locataires, ils ont arrêté de louer, et elle n'est pas encore vendeuse, parce que pour l'instant, c'est juste le notaire qui l'a appelé, qui a dit un jour, vous savez, ce genre de maison, ça se vend tout seul. On est à la campagne, c'est très recherché en ce moment, tout se vend, donc votre maison pourrait partir. Mais le notaire, il ne sait pas dans quel état elle est, enfin, il ne sait rien du tout. Et donc, avec une personne qui a zéro affect sur son bien, toi, tu as toutes les chances de le remporter à bon prix. Pourquoi ? Uniquement, si tu dis à cette personne, oh, moi, votre maison, elle m'intéresse, je vais la transformer, je vais me faire plein d'argent dessus, bam, t'as tout perdu. Tu la vendras pas. Si tu arrives et tu dis, oh, cette maison, elle me plaît, je vais la mettre en location, c'est génial, t'as perdu. T'as perdu parce que cette personne-là, elle va pas te privilégier. Moi, je vais arriver, je t'assure, je vois déjà l'image, hein, je vois déjà comment je vais lui présenter le truc. Je vais venir visiter, je vais m'arranger de ne pas être seul, je vais m'arranger d'être avec quelqu'un, et on va jouer, mais les loves, tu sais, le regard de « Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je me sens bien ici, qu'est-ce que ça vibre bien. » Et puis l'église à côté, c'est le top. Tu vois, cette église, en plus, je la trouve vraiment top, hein, j'adore. Et puis le village, je l'adore. Et tu sais, je vais jouer le... Alors, je vais le jouer sans le jouer, parce que c'est un peu ce que je ressens quand même sur cette maison, hein, pour être franc avec toi. Je ressens vraiment quelque chose, une vibration, un bien-être quand tu es là. Le voisinage, attends, là je te montre un petit bout d'un terrain, là tu vois, tous les terrains sont bien entretenus, que des belles maisons tout autour, vraiment c'est d'enfer. Et donc je vais le jouer comme ça, et je vais jouer sur la corde sensible du « Waouh, je suis amoureux de ta maison ». La maison que tu as, elle vaut pas cher parce que
elle est un peu délabrée. Elle vaut pas cher parce qu'à l'intérieur, rien, tout est commencé, rien n'est terminé. Elle vaut pas cher parce qu'il y a plein de travaux ici de faire pour la grange. Il y a plein de travaux ici pour la pentille. Il y a plein de travaux de déblaiement. Et la dame me l'a dit, elle me dit, vous savez, ça coûte cher. Hein. Ouah, on a fait les travaux devant, enfin, on a fait déblayer devant. Ça nous a coûté cher de faire venir l'entreprise. On n'a pas fait tout le terrain parce que ça coûtait cher. Après, elle m'a dit, vous savez, j'ai un de mes fils qui venait faire l'entretien. Et puis ses frères et sœurs ne le faisaient pas, donc il était tout seul à le faire. Du coup, il en avait un petit peu marre. Il dit, moi j'en avais marre. J'en avais marre de... Enfin son fils, hein, il en avait marre d'être le seul à entretenir la maison. Et donc du coup, il disait à ses enfants, il disait à ses frères et sœurs, vous venez pas faire les travaux, vous venez pas m'aider, moi j'arrête, stop. 1781. Moi j'arrête, je veux plus entretenir cette maison, je suis le seul à le faire. Du coup, ça a été envahi par les ronces. Il a arrêté les travaux à l'intérieur. Du coup, ça ne peut pas intéresser des gens qui n'aiment pas les travaux. Ça ne peut intéresser que des gens qui aiment les travaux. Ça ne peut intéresser que des gens qui ne sont pas pressés. Parce que là, tu as quelques mois quand même pour faire des travaux. Hein. Il te va falloir quelques mois. Ce que je te montre là, c'est la structure de l'église. Je trouve ça magnifique, toutes ces inscriptions là qui ont pris des années et des années. Des jeunes, des amoureux, tout ce qu'on veut, qui ont écrit à leur époque. Et nous, on est là en train de contempler là, un bâtiment, donc 1761, j'ai vu la date marquée là, c'est certainement plus vieux que ça encore. Hein. Moi j'adore, moi je trouve qu'il y a une âme sur ce genre de choses. Enfin bon. Et donc le gamin, là, le fils, il a fait des conneries. Il aurait jamais dû démonter, tu vois, ça en fait partie, là c'est le pignon côté de la maison, et ça c'est la bâtisse là. Le gamin, là, son fils, il aurait jamais dû démonter la maison. Il a fait une erreur. Il a fait une connerie. Parce qu'une maison dans son jus, il aurait laissé les murs d'origine, ça aurait pu plaire à des Parisiens. Vraiment, ils auraient adoré. Ils arrivent, ils rentrent dans le jus de la maison, et ça plaît. Hein. Vraiment, c'est bête à dire, mais ça plaît. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, je connais pas. IGN, Institut Général, nivellement général. Je sais pas, je me renseignerai ce que c'est. Et donc, il a fait la connerie. Il l'aurait laissé dans le jus, elle serait vendue facilement. Là, et comme il a cassé tout, ça va être super compliqué pour eux de vendre. Alors, ils vont vendre, hein, bien sûr. Mais moi, je vais jouer là-dessus pour faire baisser le prix. D'expliquer que y a beaucoup de travaux, que je ne sais pas si ça a été fait dans les règles de l'art, que ça va me coûter de l'argent, du temps, mais que je suis amoureux de cette maison. Et que comme je suis amoureux, là où elle en voulait 100 000, je vais lui proposer 70 000 euros. Je peux paraître dur, hein, je sais. Je peux paraître vachement dur parce que... Mais cette dame, quand elle m'a dit, vous savez, 100 euros de loyer, mais c'est pas grave, on ne met pas une personne âgée dehors. Ça veut dire qu'elle est à l'affect. La seule chose qui lui incombe, c'est que cette maison, il y a quelqu'un qui va se sentir bien dedans. À une personne qui va y vivre plein d'années. Et c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. 9,45, moi je dis. Septembre 45, SB. En 1940. Oh, c'est de la folie. J'adore les vieilles pierres, moi je suis fan. Et donc, en faisant ça, moi je suis persuadé, 5-2000, ou juin 2000, je sais pas. C'est marrant. Tout le temps qui passe. Oh, c'est génial ça. On a l'église, le clocher, MH, je sais pas ce que ça veut dire, 26,962. Oh, moi j'adore. Moi je passerai des heures à étudier ça là. Et donc, en faisant ça, moi je suis persuadé qu'elle va me laisser sa maison. Même si quelqu'un arrive derrière moi et me dit je vous en propose 100 000 euros, elle refusera. HF 1910. Je ne sais pas à quoi ça correspond, toutes ces dates. Là, je vois AF 1500. Je ne sais pas à quoi ça correspond, ces dates gravées dessus. On voit des échelles. Là, on voit bien une échelle. Parce que c'est les tailleurs de pierre qui ont fait des dessins pour certains, des gamins pour d'autres. Ici, je vois le 2 février. Voilà, tiens, regarde là. Oh, c'est d'enfer. Paris-Barbe, ville plan de Paris-Barbe, le 26 de février 1727. Oh, moi, je suis amoureux, ça y est. Hein. Et donc, en faisant ça, la dame, elle s'en fout. Franchement, je suis sûr qu'elle s'en fout. Attends, regarde là, le 8 mai 1945. En souvenir, certainement. Bon.
Et donc, cette dame, je suis sûr qu'elle va me laisser sa maison. Même si je lui donne 20 ou 30 000 euros de moins que quelqu'un qui voudrait un investisseur, elle lui vendra pas. Elle lui vendra pas sa maison. Elle préférera me la vendre à moi, qui suis tombé amoureux de ce terrain, de cette maison, de ce vécu. Donc voilà, en fait, c'est une petite leçon que je te donne. Une leçon, un petit cours, voilà, tout simplement. Un cours de négociation. Quand tu achètes un bien, dis clairement ce que tu penses. Si tu souhaites transformer le bien pour... imagine, là, je veux tout raser, puis je veux reconstruire un immeuble, mais tu le dis. Mais attention, si tu as affaire à quelqu'un qui est... si tu l'as bien écouté, moi je l'ai fait parler, pour tout te dire, dans la conversation, moi j'ai parlé 5% du temps, même pas. Je ne sais même pas si j'ai parlé de 5% du temps. Tout le reste, c'est elle qui a parlé. Et quand elle a parlé d'elle. Elle a parlé de ses enfants. Elle a parlé de son mari. Elle a parlé de ses bois. Elle a parlé de la manière dont les chasseurs veulent lui racheter ses bois. La manière dont certains voisins, dès qu'elle met un bois en location, vont voir le locataire pour essayer de lui reprendre la location. Enfin, elle m'a parlé, mais avec le cœur. Et en l'écoutant, je sais comment elle pense. Et en sachant comment elle pense, eh bien moi je sais comment je dois présenter mon achat. Là, moi franchement je me vois bien dans une petite maison de campagne. Franchement je m'y vois, hein. Vraiment je m'y vois. Et donc je sais comment lui présenter ma manière de penser pour lui dire voilà, ta maison elle me plaît, ta maison j'ai envie d'y vivre. Je suis pas comme les autres. Je suis pas là pour faire de l'argent. Je suis vraiment là, si je te demande 30 000 euros de réduction, c'est 30 000 euros pour moi, pour pouvoir faire des travaux, pour redonner à cette maison son âme, essayer d'utiliser des matériaux qu'il y avait à l'époque, la déco, vraiment essayer de lui faire comprendre que je suis tombé amoureux de ce bien. Et tu sais, quand tu parles avec ton cœur, quand tu parles avec tes sentiments, l'argent, il passe en arrière-plan. Alors attention, tu as des requins, tu as des gens comme moi, tu leur dis ça, ils disent ouais bah c'est bien, tu la veux ma maison, tu veux repayer. Et voire même pire, quelqu'un comme moi, il serait capable de te dire elle te plaît ma maison, c'est vrai, tu l'aimes tant que ça. Bah écoute, elle n'est pas à 100 000, si vraiment tu la veux, moi à 100 000, elle part comme un petit pain. Tu me donnes 110, 120, je te la donne tout de suite. Si tu me donnes pas 110 ou 120 000 euros, je te la vends pas ma maison. Je la garde. Tu vois, c'est à double tranchant. Mais c'est pas grave. En parlant avec les gens, tu sais. Et là, j'ai visité un autre bien il n'y a pas longtemps. Pareil, j'ai fait une offre. J'ai dit... là, je ne l'ai pas encore dit, la dame. Hein. Ah oui, alors j'ai pas fini. Je voudrais finir quand même l'histoire. Et donc, on a convenu avec cette petite dame. Je lui ai dit, écoutez, moi, votre maison me plaît beaucoup. Elle me dit, ouais, mais là, on est en confinement. On va attendre le mois de mai, là, la fin du confinement, pour la... je vais la faire visiter. Je vous la ferai visiter. En fait, on a convenu que dès que le confinement est terminé, elle vient. Elle habite à 1h30 de route. Elle vient et elle va me faire visiter sa maison. Et là, moi, je vais mettre le coup, tu sais, quand tu joues aux échecs. Échec et mat. Je vais la mettre mat. Là, j'ai placé mes pions. J'ai placé mon cheval. J'ai placé ma reine. J'ai tout fait. Et je sais que le prochain coup, je la mets mat. C'est-à-dire que si l'intérieur de la maison est comme je le pense, si l'intérieur me plaît comme je le pense, je fais mon offre et je pense... j'ai 80% de chance de l'obtenir au prix que je veux. J'ai 10% de chance de l'avoir avec 10 000 euros de plus que ce que j'aimerais. Et le reste qui reste, c'est de l'avoir au prix qu'elle veut, c'est-à-dire 100 000 euros. Et même à 100 000, je pense qu'elle peut les valoir. Mais bon, il y a des travaux, donc ça ne m'intéressera pas. À 100 000, ça ne m'intéressera pas. Et tout ça, en fait, pour bien te donner, donc, comme je te disais, ce cours, c'est... Quand tu achètes un bien, essaye de te mettre dans la peau du vendeur. Là, aujourd'hui, je suis sur 3 biens. Bon, comme tu le sais, je viens de vendre un immeuble. J'ai donc des liquidités. J'ai de la plus-value. J'ai de l'argent à investir. J'ai 3 biens. J'ai fait une offre pour un local. Le local à 50... le mec en veut 57 000 euros, 60 mètres carrés. C'est ridiculement bas. Hein. Moi, je lui en propose 47 000 euros. Je t'ai déjà parlé de ma négo, on en reparlera certainement dans une autre vidéo. J'ai fait une offre, bam, fort. Je suis sur une autre offre. Alors là, c'est un commerce avec une maison au-dessus, avec un petit terrain, 130 mètres carrés pour... je suis au prix de vente, je suis à 400 euros du mètre carré. Je l'ai visité avant-hier, j'ai fait des plans, je l'ai scanné.
Franchement, cette maison-là, je mets 50 000 € de rénovation et je fais une plus-value de 100 000 € si je la revends. Voilà, pour te donner une ordre d'idée du truc. Et pareil, cette dame, en fait, je l'ai eue au sentiment. À un moment, elle me dit, je lui dis, votre maison m'intéresse, mais le commerce, bon, je le transformerai peut-être. Je sais pas encore, le commerce m'intéresse moyennement. Et en pleine nuit, à un moment, je me suis réveillé, je dis, oh, j'ai fait une connerie. Il faut que j'appelle cette dame, il faut que j'arrive à lui faire comprendre que, en fait, j'ai fait une connerie. J'aurais dû lui dire que son commerce me plaisait. Et tu sais quoi? Au réveil, je reçois un coup de fil. C'était cette dame qui me dit bonjour, je vous recontacte parce que j'avais déposé un papier dans sa boîte aux lettres. Là aussi, il faut que je t'explique comment j'ai fait. C'était pas mal. J'ai fait fort là aussi. Elle me dit, je vous rappelle au sujet donc de la visite, enfin de la visite que vous m'avez rendue, parce que j'ai été chez elle. Elle me dit, je suis un petit peu embêté parce que j'ai une agent immobilier qui fait une visite et puis la personne elle pourrait être intéressée par le commerce. Et là, je lui dis, mais attendez. Moi, je vous ai... Vous savez, entre-temps, j'ai réfléchi. J'ai fait un pieux mensonge. Je dis, vous savez, moi, j'ai ma fille qui est intéressée pour reprendre le commerce, en fait. La maison, elle n'est pas pour moi. Elle est pour ma fille. Et ma fille serait très intéressée par le commerce. Ma fille serait intéressée pour reprendre le commerce et refaire vivre. Et pourquoi je te dis ça? Parce que cette brave dame, elle m'a dit, voilà, moi, j'ai tenu ce commerce pendant 24 ans. Je tiens au village. Ça fait 24 ans. Donc là, elle est à la retraite depuis 3 ans. Ça fait, non, un peu plus qu'elle l'a loué. Ça fait 24 ans, j'ai passé 24 ans de ma vie dans ce commerce, dans ce village. C'est mon bébé, en fait. Elle était en train de me dire, c'est mon bébé, c'est ma raison de vivre. Et moi, j'arrive et je lui dis, t'as raison de vivre, j'en ai rien à foutre, je veux la transformer en maison, en appartement. Bouh! L'erreur, là, c'est une erreur de négociation, une erreur de débutant que j'ai fait là. Franchement, c'est une erreur de débutant. Que j'ai rattrapé. Il m'a fallu une nuit de sommeil pour me dire, mais Frédéric, t'as fait une connerie, rattrape-la vite. Moi je dis, les choses sont toujours bien faites. Hein. Le lendemain matin, elle me rappelle. Et il faut savoir que je n'avais pas son numéro de téléphone. Je n'avais que son adresse. Et pour moi, c'était assez compliqué de retourner chez elle. Bonjour. C'était assez compliqué de retourner chez elle sans raison. Alors que je lui avais dit, voilà mon téléphone. N'hésitez pas à me rappeler si vous avez envie de vendre votre bien. Si j'avais eu son téléphone, j'aurais envoyé un SMS, j'aurais dit, écoutez, j'en ai parlé avec ma fille, en fait, elle aimerait avoir le commerce, j'aurais pu me rattraper, mais là, je ne pouvais pas. Mais quand même, malgré tout, moi, je dis, les choses sont bien faites. C'est elle qui me rappelle. C'est elle qui me rappelle et qui me dit, vous savez, mon commerce, il est important pour moi, et ça, bon, dans la discussion, je l'avais vu. Et je lui ai dit, mais moi, ça m'intéresse. Et quand j'ai visité le bien, j'ai fait, waouh, putain, c'est génial. Il y a un potentiel énorme, mais il y a tel défaut, et c'est vrai, hein, il y a un défaut. À un moment, je me suis mis sur le plancher du premier étage, j'ai sautillé un petit peu à pieds joints, t'as tout qui tremble, hein, t'as tout le plancher qui est à démonter, à refaire, enfin bon, dans une chambre, c'est une cata. Mais c'est pas grave, je vais montrer tous les défauts, et elle-même me disait, ah ouais, mais vous savez, c'est un bien avec beaucoup de potentiel. Par contre, il y a beaucoup de travaux. Je sais qu'il y a des travaux. Mais à chaque fois, elle me disait, mais je vous ai prévenu, hein, je vous ai prévenu. Bah oui, tu m'as prévenu, tant mieux. En fait, moi, je vais lui faire une baisse du prix par rapport à ce qu'elle en voudrait. Non, par rapport à ce qu'il est affiché dans les agences, moi, je vais lui faire une baisse de 15 000 € à peu près, au moins à peu près 15 000 €. Sur les 15 000, il y a 7 ou 8 000 de frais d'agence. Donc je vais lui baisser son prix en gros dans les 10 000. Je pense que par rapport à ce qu'elle voulait au départ, je vais lui proposer moins. Mais déjà par notre discussion, je sais qu'elle est prête à lâcher. Si je te donne le prix, allez, je te le donne, tant pis, c'est pas grave. En fait, moi j'ai vu ce bien affiché à 78 000 € pour 140 mètres carrés, un petit peu moins de 140 mètres carrés. Et en discutant avec elle, moi j'étais prêt à mettre 60 000 €. Je sais, ça fait une grosse baisse hein, quand même. Hein. Déjà, c'est pas cher et en plus, ça fait une grosse baisse. Et en discutant avec elle, je lui dis, mais quel serait votre prix? Parce que moi, je passe en direct, hein, je veux pas d'agence. Si je suis venu vous voir, je veux pas d'agence. Elle me dit, à 60, je serais contente. Ah, et tu sais quoi? Tout de suite, dans ma tête, j'ai dit, moi, je te donne 59. Je lui ai pas donné mon prix. Je la laisse vraiment mariner dans son jus. Et elle a tellement bien mariné dans son jus qu'on a pris un rendez-vous pour visiter sa maison, parce que je ne l'avais toujours pas visitée. Et quand on a été la visiter, j'ai fait « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! Waouh, elle est géniale! Oh, waouh !» Pendant 2 heures. Pendant 2 heures, j'ai regardé son truc, j'ai pris des photos de partout, je l'ai scanné, j'ai fait des plans en 3D, je lui ai montré à quel point j'aimais son truc. Et je me suis renseigné, ah oui, alors vous mettiez votre stock là vous aviez votre salle, là vous aviez... Vraiment, je me suis intéressé
à son commerce, c'est-à-dire sa vie, son bébé, ce qui lui a permis de vivre pendant 24 ans. On a discuté, elle m'a expliqué qu'au début, elle a acheté le fonds de commerce et qu'après, au bout de quelques années, elle a acheté les murs. Enfin, vraiment, elle m'a tout raconté. Elle m'a raconté qu'elle l'a mis en location à 3 personnes, qu'elle avait vendu le fonds de commerce, pardon, et que les 2 personnes qui ont pris le commerce, qui ont fait faillite, elle m'a tout raconté. Elle m'a même raconté que à la fin, pour aider la dernière personne qui avait loué, qui avait loué, et qui avait acheté le fonds de commerce, elle avait fait un loyer à 100 €. Elle m'a tout raconté, mais vraiment, je savais tout. Je savais tout sur sa vie, je savais tout sur son bien, je savais tout sur son commerce. Et là, après la visite, j'ai laissé passer une journée. Et je lui ai dit, voilà, vous savez, moi je viens de vendre un immeuble. En plus, ce qui tombe bien, le fait du hasard, elle habite dans la ville, alors que le bien est loin. Il est à 30 minutes à peu près de la ville où elle habite. Elle habite dans la même ville que le bien que je viens de vendre, que l'immeuble que je viens de vendre. Et je lui dis, moi je viens de vendre tel commerce, tel bar qu'elle connaissait. Et elle me dit, ah oui. Du coup, elle sait que j'ai l'argent. Moi je lui ai dit, voilà, si j'achète votre bien, j'ai pas de crédit. Je vais en prendre un, bien sûr, parce qu'on n'achète pas de l'immobilier sans crédit, c'est n'importe quoi. Pour s'enrichir, il faut travailler avec l'argent de la banque. Et donc, je lui dis, voilà, moi, je vous l'achète sans crédit. C'est-à-dire que, contrairement à la personne, parce qu'elle a une personne qui pourrait être intéressée, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est prêt à relancer le commerce, mais qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a besoin d'avoir un prêt, qui n'a pas d'argent d'avance, je lui dis, moi, regardez. Et je lui ai montré les papiers chez le notaire. On a le même notaire. Enfin, moi, j'ai mon notaire à moi, mais j'ai signé chez le même notaire que son notaire. Puisque le notaire de mon acheteur, c'était son notaire à elle. Ça met vachement confiance, ça. Et la personne, je lui ai montré mes comptes. Je lui ai dit, regardez. Vous voyez, d'ailleurs, je t'ai montré hier le truc, j'ai 130 000 € sur mes comptes, donc j'ai l'argent. C'est-à-dire que j'achète, j'ai l'argent. J'ai de quoi acheter le commerce, j'ai de quoi faire les travaux, et j'ai de quoi donc faire les travaux dans la maison. Et là, je me suis vendu. J'ai fait du commercial. Autant dans la maison que je viens de te montrer, j'ai vendu mon amour pour cette maison, et je vais encore le vendre. Autant là, dans l'autre commerce, j'ai vendu le fait que je suis le profil idéal pour elle. Pourquoi ? Si avant le mec, pas de salaire, 0 salaire, il va aller voir sa banque pour financer l'achat d'un bien pour relancer le commerce. Il va donc devoir vendre à sa banque le fait qu'il doit rembourser le crédit du commerce, de la maison. Certes, c'est pas très cher, mais quand même. Plus générer un salaire pour se payer et rembourser le crédit. La banque va être frileuse. Il n'y a pas beaucoup de banques qui vont dire oui. Moi, j'arrive avec, argent cash sur la table. C'est-à-dire que je lui ai dit, moi, j'achète sans clause de dédit. Je signe, j'ai déjà fait une fois et ça marche vachement bien, ça. Sans clause d'obtention de crédit. Et là, du coup, tu signes, tu es certain que l'acheteur, il ne peut pas se rétracter. Sauf s'il y avait une non-conformité ou des choses comme ça. Mais tout le reste, il ne peut pas se rétracter. Tu es certain de vendre. Entre tu es certain de vendre et tu as un acheteur qui doit obtenir un crédit, qui doit peut-être avoir l'accord de la banque, on est en plein Covid, puis je ne me suis pas gêné pour lui dire, on est quand même en plein Covid, ça va être compliqué, les commerces et tout. Elle me dit, bah oui, c'est un peu embêtant, quoi. Je lui dis, moi, c'est pas grave, ma fille achète. Si elle m'écoute, je lui dis, c'est pas pour toi, tu sais bien, t'achètes pas. C'est un pieux mensonge. Donc, je lui dis, moi, j'achète le bien, ma fille, je vais l'aider. C'est moi qui vais subventionner l'achat du commerce, c'est moi qui vais subventionner les travaux, et c'est moi qui vais subventionner le fonds de roulement du commerce. Ça veut dire, tu es certain de vendre. Il n'y a pas à dire oui, non, peut-être. Je signe la promesse. Certes, je te donne 10 000 € de moins que les autres, mais moi je l'achète. Et surtout, j'ai vu dans ses yeux, mon commerce va revivre. Les habitants du village, il doit y avoir 400 habitants dans le village, vont garder leur bar, tabac, épicerie, je sais pas quoi. Il n'y a que ça. Et elle m'a dit, il y a la mairesse du village qui veut aider à reprendre le commerce. Elle veut que ce soit un commerce, ce qui est logique, parce qu'il n'y a rien d'autre dans le village. Tout a fermé, tout est fermé. C'est le dernier commerce qui pourra rester. Donc elle veut, pour ses administrés, qu'il y ait un commerce. Face à la mairie, en plus. Donc, et ben voilà, moi j'ai vendu cette affaire. Et tu vois, on est dans du commercial. On est purement dans du commercial. L'autre jour, je t'ai montré une astuce. Comment faire passer un acheteur que tu es en dessous du prix, que tu fais une offre mais à une durée courte, sans date.
en disant à la personne, voilà, moi je te fais une offre à 47 000 € pour ton bien. Cette offre tient jusqu'à ce que j'aie un accord d'une autre offre. Et là, j'ai 2 offres en cours, enfin non, j'ai une offre qui est faite, et puis une qui va venir, la maison dont je te parle là. Et donc pour finir, parce que je saute du coq à l'âne, c'est fait exprès, c'est pour te tenir en haleine, comme dans les feuilletons, comme dans les séries. T'attends la suite au prochain épisode. Mais en attendant, tu es en haleine. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit pour... Vous le saurez dans le prochain épisode. Et donc voilà le prochain épisode. Et donc je lui ai dit voilà, comme je te disais, je suis rentré chez moi. J'ai attendu, j'aurais pu tout de suite lui dire oh, ça m'intéresse, je vous fais une offre à temps. Non, j'ai rien fait. J'ai attendu. Le lendemain, matin, j'ai pas écrit. J'ai attendu le lendemain après-midi. Et là, le lendemain après-midi, j'ai envoyé SMS. Bonjour madame, je donne pas son nom. Je vous rappelle, suite à la visite, je suis super emballé. Ça correspond exactement à ce que je voulais. L'intérieur, c'est ce que je pensais. Je suis très intéressé. Je vous renouvelle ma proposition. Et je n'ai toujours pas donné mon prix. Elle s'en doute, puisqu'elle m'a dit qu'elle, combien elle voulait. Donc elle se doute de combien je suis prêt à mettre. Elle se doute que ce sera dans les 59-60 000 €. Mais maintenant, elle sait que je le veux, que son bien me plaît et que je le veux. Je vais attendre encore 3-4 jours. Et là, oui, alors je ne t'ai pas dit en fait, suite à ce petit message en lui disant ton bien m'intéresse, eh bien, elle m'a dit ok, je reviens vers vous au plus vite. En fait, ça veut dire je contacte tout de suite la mère, la personne qui voulait me faire une offre, et puis je vais lui dire, alors j'espère que les papiers ne sont pas signés. Bon, s'ils ne sont pas signés, je suis obligé d'attendre le refus de crédit ou je ne sais quoi, parce qu'en France, quand tu t'engages, tu ne peux pas annuler une offre et tu ne peux pas vendre à une personne qui fait une surenchère. En France, on n'a pas le droit. Aux États-Unis, tu peux. En France, tu peux pas. Si tu as quelqu'un, si tu mets en vente à 60 000 € et que tu signes une offre à 60 000 €, si quelqu'un te propose 70 000 €, tu peux pas dire non, je me rétracte et je vends à 70. C'est pas possible en France. Aux États-Unis, oui. En France, non. Et donc, ce que je vais faire, je vais attendre gentiment qu'elle revienne vers moi. Elle sait que son bien m'intéresse énormément. Elle sait que j'ai les moyens. Elle sait qu'avec moi, elle n'aura pas de refus de crédit. C'est-à-dire que... Et puis, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, moi, j'ai vendu un bien. Les mecs étaient super intéressés. On a un peu bloqué, on a signé un compromis. Et puis en fait, les gens sont revenus sur leur compromis. Moi, je ne me suis pas déplacé pour signer parce qu'on n'a pas eu le temps de se déplacer, qu'ils ont annulé le compromis. Et moi, je lui ai dit, en fait, la banque a refusé le financement. C'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est eux qui ont changé d'avis. Et du coup, je lui ai servi ça. Et je lui ai dit, vous savez, quand on fait ce genre de choses, on met 2-3 mois à trouver un acheteur. Une fois qu'on a l'acheteur, il fait la demande à sa banque. Si la banque refuse l'achat, on va perdre encore 2 mois. Il faut 2 mois à peu près pour avoir le refus de la banque, sauf si vraiment le dossier est pourri et l'on l'a tout de suite. Mais le temps que l'acheteur cherche d'autres banques, on perd 2 mois. Donc 2 mois, plus les 2 mois ou 3 mois que tu cherches ton vendeur, tu as perdu 5 mois. Tu remets encore en vente. Et là, si elle vient me voir, imagine, elle vient me voir dans 2 mois. Mais moi, je vais lui faire la même chose. Si elle me dit, non, mais je signe avec les autres, je dis, ok, vous savez, j'ai une offre en cours, ce qui est vrai. Si elle est acceptée, je ne pourrais pas acheter les deux. C'est pas vrai. Mais ça, elle n'est pas censée le savoir. Je veux dire, vous le comprenez bien que je ne peux pas acheter les deux. Donc, la vôtre me plaît énormément. C'est vraiment, j'ai le coup de cœur pour la vôtre. C'est vrai. Si jamais vous ne me la vendez pas maintenant, malheureusement, si vous ne me la vendez pas, je vais faire une offre sur la maison, sur l'autre. Une fois que j'ai fait une offre sur l'autre, je suis engagé. Je ne peux plus, même si jamais les autres sont refusés, je ne pourrai pas revenir. Et quand tu sais que tu as un bien, tu te doutes bien qu'un bien qui est vendu pas cher, à 400 € du mètre carré, c'est quand même un bien atypique. C'est pas un bien qui se vend facilement. Les acheteurs ne courent pas les rues. Entre un peut-être et puis un oui, moi je suis vendeur, je vais vers le oui. Quand j'ai vendu mon immeuble, alors pas celui que je viens de signer là, mais celui que je vais signer au mois de mai, je vais avoir 60 000 € de plus-value. Moi, j'avais le choix entre 3 acheteurs. J'ai 3 personnes qui étaient intéressées par mon bien. Alors ils étaient tous sensiblement au même prix. Un jeune qui était prêt à faire des travaux, un peu à minima. Donc c'est celui qui avait le dossier, je dirais, le moins cher, c'est-à-dire celui où le taux de rendement était le plus intéressant dans l'opération. J'ai vu les devis de travaux, c'est celui qui avait les travaux les plus intéressants. J'en avais un autre, c'était un couple. Et là, le couple était super intéressé. Ils ont signé le compromis, puis ils ont pris peur.
faut dire que j'avais un appartement qui était presque squatté. Alors, c'était pas vraiment squatté, mais là aussi, je te ferai une vidéo pour t'expliquer. C'était un locataire et j'avais dit, au mois de mai, ce mec ne sera plus là, c'est sûr. Et j'ai tenu promesse, puisque le 12... Non, même pas, le 5 avril, il a quitté l'appartement, avec tout en règle, hein, papier signé, etc. Bon, donc il est parti. Mais ça leur a fait peur, du coup, ils ont annulé leur offre de vente, leur signature. Ils sont revenus, ils ont envoyé recommander pour annuler le compromis. Alors moi, je ne l'avais pas signé, donc ça ne me gênait pas. Et j'avais cette troisième personne, 2 associés de Paris, qui ont une SCI, puis qui rachètent des biens. Et en fait, c'est 2 personnes qui tiennent bien la route, qui ont des bons salaires. Les épouses de ces 2 associés travaillent dans les ministères à Paris. Un qui travaille au ministère de la Justice et l'autre au ministère, enfin avec le Premier ministre. Alors il n'est pas avec le Premier ministre, il est dans les services du Premier ministre. Elle est dans les services du Premier ministre. Et donc beaucoup d'argent. Et ils étaient prêts à investir beaucoup. Moi j'ai trouvé ça étonnant quand j'ai vu les prix des travaux. Je me suis dit, oh là 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 là, le rendement il sera même pas à 8%, grand maximum. 8%. Alors que dans cette région, moi, si j'achète, mais au minimum à 10-12, quoi. C'est vraiment mon minimum. Mais bon, c'est leur problème. Et en fait, leur dossier était tellement bon, ils avaient des fiches de paye tellement balèzes, tous les 4, enfin les 2 associés plus les épouses, que le prêt est passé, mais nickel. Donc voilà. Et moi, en tant que vendeur, j'avais un choix à faire sur les 3. À un moment, l'agent immobilier me dit, alors, on signe avec qui? Il me dit, j'ai 3 offres. On signe avec qui? Bon, les 3, c'est devenu 2. Il me dit, on signe avec qui? Je lui dis, pour moi, c'est tel investisseur. Il me dit, moi, je pense comme vous. Hein. Je suis clair, je pense exactement comme vous. Moi, je suis aussi partant pour celui-ci. Effectivement, j'ai eu raison, puisqu'on a eu l'accord de prêt, j'ai mon notaire qui m'a contacté. On attend la fin du confinement, plus encore un délai encore après, donc on signe le 29 mai, mais voilà. Et moi, je raisonne pas en tant qu'amour propre, parce que mon bâtiment, je l'aime pas du tout. Il est beau, il est grand, tout ce qu'on veut. Hein. Il y a des rendements énormes à faire. Il y a 7 appartements, il y a de quoi en faire 8. Enfin, vraiment, il va avoir un bon rendement. Je suis pas du tout attaché ni à la ville, ni au bien, ni à rien du tout. Je suis attaché à rien du tout dans cet immeuble. Du coup, je le vends au plus offrant, mais aussi au plus offrant avec le meilleur dossier. Et ça fait faire que le plus offrant et le meilleur dossier, c'était ces 2 investisseurs-là. Ils m'ont fait baisser de 10 000 euros parce qu'on a fait une erreur, mais alors un truc de débutant là encore avec l'agent immobilier. Quand il a passé l'annonce, il a marqué 400 immeubles, 400, je ne me rappelle plus, 440 mètres carrés, on va dire, peu importe. Et moi, je n'avais pas fait gaffe, j'avais calculé à la louche. Et en fait, j'avais repris des vieux documents et en fait, l'immeuble, il n'y avait que 400 mètres carrés. Il leur manquait 40 mètres carrés. Et les acheteurs ont dit, ah ouais, mais non, c'est plus pareil, c'est plus le même bien. Alors qu'ils avaient visité, ils voyaient bien les surfaces, ils voyaient tout. Hein. Ils ont tourné dans tous les sens. Et en fait, ce qui s'est passé, dans l'offre de vente de la première, ou dans moi ce que j'avais mis, il y a une cour intérieure, qui a été comprise dans le décompte des mètres carrés. Bon. De bonne guerre, il me dit, ah bah ouais, mais non, nous ça change tout, hein, ça change tout, ce qui n'est pas vrai, ça change rien, mais je les comprends et j'aurais fait pareil. Il y a une donnée du truc qui tombe, qui change, on n'achète plus à 190 000, on achète à 180 000. Écoute, je ne vais pas dire non, hein. Moi j'ai payé le truc 120 000, je ne vais pas dire non, je suis encore gagnante de 60 000 euros. Certes, ils m'ont fait perdre 10 000 euros, 10 000 euros moins la plus-value de 30%, j'ai 7 000 euros de moins, mais je m'en fous. Ça fait un peu plus de 10% de gain en moins. Mais j'ai pas perdu, c'est du gain en moins. Bon. Tout ça pour dire qu'à la finale, j'ai vendu le prix que je voulais vendre, puisque ces mecs-là avaient donné plus que ceux à qui j'avais dit oui la première fois, donc c'est parti au même prix, avec un dossier béton. Et moi, je raisonne en argent et en qualité de dossier. Je préfère vendre à quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un dont le prêt sera accepté. Tu vois, l'immeuble que je viens de signer là, le monsieur, il a une entreprise de bâtiment de rénovation. Quand j'ai vu ces devis, je suis tombé sur le cul. D'ailleurs, je l'ai dit à l'agent immobilier, je dis « Wow, mon immeuble va lui coûter une fois fini à 300 000 euros. » Moi, je l'ai payé 90 000 euros, 92 000. Déjà, il l'a payé 137, 140 000 euros, un truc comme ça, avec les frais de l'agent immobilier. Bon, ok. Je trouvais que ça faisait un petit peu cher, mais bon. Et quand j'ai vu le montant des devis, je suis tombé sur le cul. Il faut savoir qu'il y a plusieurs profils d'investisseurs. Et là, ce mec-là, en fait, certes, il va avoir des factures très importantes, il va rembourser beaucoup de crédits, mais c'est sa boîte qui fait les travaux. Et du coup, il récupère de l'argent. Il a surfacturé un petit peu ses honoraires.
enfin ses frais de travaux, parce qu'il va gagner de l'argent sur sa boîte et ça lui permet de défiscaliser. Enfin, c'est toute une astuce comptable qu'on peut comprendre qu'en étant investisseur, en investissant. Mais il va faire une belle opération. Et moi, en attendant, j'avais une entreprise qui tenait la route, avec un bon chiffre d'affaires, avec une personne qui travaille dans le secteur de l'immobilier, qui est donc balèze, qui sait de quoi il parle, qui sait ce qu'est un bien, qui sait ce qu'est... Enfin voilà quoi, il sait tout. Et en plus, ce mec, il a déjà 2 immeubles. Il est comme moi. Il en est, ça va être, j'ai discuté avec lui, ça sera, une fois que ceux-là seront terminés, ça lui fera 25 appartements. Le mec, il s'y connaît, il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'est de l'immobilier. Et j'ai choisi cet acheteur-là. Et j'ai eu raison, puisque j'ai signé, j'ai l'argent sur le compte, je t'ai montré les trucs hier. Donc voilà. Je voulais te parler de ça, parce que acheter un bien, ou vendre un bien, il y a beaucoup de psychologie. Et tu dois t'adapter à la psychologie de la personne qui va t'acheter ou qui va te vendre. Moi, l'agent immobilier, je lui ai pas dit, mais tu fais une connerie, mon gars. Tu payes beaucoup trop cher mon immeuble. J'allais pas lui dire ça. Moi, je veux mon argent. Bon. Après, je pense que je vais lui vendre du coaching. Il est très intéressé. Je lui ai donné 2-3 astuces déjà chez le notaire. Et des fois, il me dit, ah ouais, il me dit, je connaissais pas ça. Bah ouais, tu aurais pu économiser 2-3 000 euros sur cette vente. En plus, je lui ai expliqué qu'il pouvait négocier ses assurances emprunteurs. Oui, voilà, en cas de décès. Je lui ai expliqué qu'il pouvait gagner de l'argent là-dessus. Il pouvait économiser 10 ou 15 000 euros. Le mec, il se dit, waouh, si j'écoute ce type, j'économise 17 000 euros sur l'achat d'un immeuble. Waouh, c'est pas mal, hein. Donc voilà, je sais que je vais certainement le récupérer en coaching, mais surtout, j'ai choisi le bon profil. J'ai choisi un profil qui me permet de générer une vente sûre. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'acheter un bien ou de vendre un bien ou de l'acheter, peu importe, selon si tu es acheteur ou vendeur. Selon si tu es l'acheteur ou le vendeur, il n'y a rien de pire que d'avoir un refus de prêt. Quelqu'un qui t'achète ton immeuble, qui t'achète ta maison, et qui a un refus de prêt, mais t'es dégoûté, quoi, parce que tu perds 3 mois et t'es reparti pour une galère de 3 mois. Si c'est un bien un peu complexe, comme celui que j'avais moi, là, sur celui que je viens de vendre, avec tout à faire en travaux, il y a quand même peu d'acheteurs, donc t'es reparti pour une année de galère. Ça veut dire une année de taxes... de taxes sur le foncier, enfin voilà, tu repars sur une année de galère. Alors que si tu choisis le bon acheteur, boum, tu es sûr de vendre. Mais c'est dans l'autre sens, c'est pareil. Quand tu achètes, quand toi tu es vendeur, donc pour moi, si j'arrive à me vendre, c'est que l'immobilier, c'est comme tout, tu te vends. En fait, quand toi tu es acheteur d'un bien immobilier, tu n'es pas seulement l'acheteur, tu te vends en tant qu'acheteur. Tu dois vendre ton dossier au vendeur. Tu dois pouvoir dire au vendeur, je négocie ton bien, je baisse le prix pour telle raison. Je baisse le prix parce qu'il y a tel travaux. Ou alors je baisse le prix parce que, attention, avec moi tu fais le bon choix. Avec moi tu es sûr de vendre. Avec moi tu es sûr que ton bien va me plaire. Avec moi tu es sûr que je suis amoureux de ton bien. Avec moi tu es sûr que j'aurai l'argent pour ton crédit parce que ton commerce c'est compliqué. Tu dois te vendre. Et franchement, beaucoup de personnes oublient ça. Quand on va, par exemple, tu vois, tu as un commercial qui vient chez toi pour te vendre une cuisine, il va te vendre sa cuisine, c'est vrai. Toi, tu vas y acheter sa cuisine. Mais pas seulement. Tu vas pas juste lui acheter sa cuisine. Tu vas lui acheter sa cuisine parce que c'est lui. C'est un autre vendeur qui vient chez toi, qui va te proposer d'acheter la même cuisine, tu vas peut-être pas lui acheter parce que le vendeur ne te plaît pas. Et donc, quand toi tu achètes un bien ou quand tu vends un bien, tu dois te vendre toi. Tu dois vendre ton bien. Tu dois vendre les avantages, les inconvénients de ton bien. Tu dois, quand tu es acheteur, acheter les inconvénients d'un bien, surtout ça, parce que les avantages, tu les mets pas en valeur, ça fait monter le prix. Mais tu dois te vendre toi. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo qui au début devait durer 2 minutes, qui va durer 45 minutes. J'espère que tu es toujours là, sinon tu as loupé des bons conseils. Et je te donnerai la suite, c'est-à-dire que pour cette petite maison là dont je suis tombé amoureux, je te dirai ce qui s'est passé lors de la visite. Je pense même que je ferai une petite vidéo lors de la visite et que je te publierai. Je te dirai ce qu'a donné mon offre pour le commerce. Et je te dirai, toujours pareil, là je te retiendrai au courant pour le local, où j'ai fait une offre très basse, je le reconnais. Moi, je te ferai un petit retour de là-dessus. Et tu verras que dans l'immobilier,
en immobilier, il faut oser. La bonne affaire se fait toujours à l'achat. Si tu te rappelles de ça, que la bonne affaire se fait toujours à l'achat, tu vas apprendre qu'il faut négocier, mais parfois il faut aussi vendre de l'affect, voilà, comme je t'ai expliqué là. Voilà, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt, et puis j'espère que tu vas cartonner, que tu vas faire de belles offres. Tu n'hésiteras pas si tu as besoin à faire appel à mes services, et que tu vas quand même démarrer. Là, la personne avec qui j'ai discuté hier, là, une personne qui m'a dit: Fred, j'ai suivi tes conseils sur un coaching. Alors, c'est une personne que je coach, qui m'a dit: j'ai écouté une de tes vidéos et grâce à toi, j'ai négocié une remorque. C'est con. En appliquant une astuce que j'ai donnée en immobilier, il l'a détournée sur un achat d'une remorque d'occasion. Et une remorque d'occasion qui valait 900, il a payé 800. Il a eu 100 € de réduction, tout simplement parce qu'il a fait il a appliqué une des astuces que j'ai données, qui n'est que du marketing, qui n'est que du commercial. Mais du commercial, pas vendeur, du commercial acheteur. Il ne faut pas oublier que nous, en immobilier, on est surtout acheteurs. Allez, je te laisse avec une dernière petite vidéo de cette maison qui ne paye pas de mine. Mais je t'assure, moi, je suis tombé amoureux. Allez, salut, bye bye.